Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les matrices de passage, les changements de base et l'expression d'une application linéaire dans différentes bases, les matrices associées et comment est-ce que tout ça est relié par la multiplication matricielle. On va commencer par les matrices de passage. Donc j'ai mis derrière moi ici deux bases, alors on pourrait vérifier que B et C sont bien des bases de R3, donc ce sont bien des familles libres et génératrices. Deux bases de R3 et j'aimerais écrire la matrice de passage de la base B, qui est la base canonique, dans la base C. Pour obtenir la matrice de passage de la base B dans la base C, il va falloir que j'exprime les vecteurs de la base C dans les vecteurs de la base B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre le premier vecteur de la base C. On va lui donner un nom, ce vecteur-là, on va l'appeler Y1. Ce vecteur Y1, je veux l'exprimer dans la base B. La base B, elle va être composée des vecteurs X1, X2 et X3. Donc l'idée, ça va être d'écrire Y1 qui vaut quelque chose fois X1, plus quelque chose fois X2, plus quelque chose fois X3. Alors c'est quelque chose, je leur ai donné des noms, ça va être des réels A, B et C. Donc ici, A, B, C, ce sont trois réels. Et je cherche ces trois réels. Je cherche ces trois réels tels que Y1, ce soit égal à AX1 plus BX2 plus CX3. Ça s'appelle chercher les coordonnées du vecteur Y1 dans la base X1, X2, X3. Alors quand je fais ça, j'obtiens 1, 0, moins 1, qui va être égal à A1, 0, 0, plus B0, 1, 0, plus C, 0, 0, 1. Et donc, je vais avoir 1, 0, moins 1 qui est égal à A, B, C. Et si je regarde A, B, C, j'obtiens un système qui est très simple à résoudre. Ce système, c'est que 1 est égal à A, 0 est égal à B, et moins 1 est égal à C. Donc les coordonnées de Y1 dans la base X1, X2, X3, c'est 1, 0, moins 1. Et on pouvait s'y attendre, je suis en train d'exprimer mes vecteurs dans la base canonique. La base canonique, c'est celle qui nous sert à écrire les vecteurs sous la forme de coordonnées. Donc en fait, les coordonnées du vecteur Y1, ça va être ces coordonnées, au sens littéral de coordonnées que je connais depuis que je suis en seconde, du vecteur 1, 0, moins 1. Parce que je regarde par rapport à la base canonique. Si c'était dans une autre base, ça serait un petit peu différent. Donc finalement, j'ai ces trois coordonnées, et ces coordonnées, elles vont constituer, comme je regarde le vecteur Y1, la première colonne de la matrice de passage. Donc ma matrice de passage, de la base B à la base C, ça va être une matrice à 3 lignes et 3 colonnes, puisque je regarde des bases de R3, donc c'est une matrice carrée de taille 3, et la première colonne va être constituée des coordonnées 1, 0, moins 1, que je retrouve ici, du vecteur Y1 dans la base B. Donc ici, je vais avoir 1, 0, moins 1. De la même manière, je vais pouvoir écrire les coordonnées du vecteur Y2 dans la base canonique. Alors pour les mêmes raisons, les coordonnées ça va être 2, 1 et 0. Et je vais pouvoir écrire les coordonnées du vecteur Y3 dans la base canonique, à savoir 0, 2, moins 1. Et ça, c'est une matrice de passage de la base B dans la base C. Parce que ici, j'ai exprimé le vecteur Y1, Y2 et Y3 dans la base X1, X2, X3. Je peux ensuite essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire essayer d'exprimer les vecteurs de la base B dans la base C, pour essayer d'avoir la matrice de passage non plus de B dans C, mais de C dans B. Pour faire ça, il va falloir que je cherche trois réels, tels que X1, par exemple, puisque je regarde le premier vecteur de la base B, s'écrivent AY1 plus BY2 plus CY3. Si j'écris ça sous la forme de coordonnées, j'ai 1, 0, 0 qui va valoir A fois 1, 0, moins 1, plus B fois 2, 1, 0, plus C fois 0, 2, moins 1. Et si j'écris ça, je peux aussi l'écrire sous la forme de un vecteur à gauche et un vecteur à droite, 1, 0, 0, et puis à droite, A plus 2B, ici B plus 2C, et ici, moins A, moins C. J'obtiens donc un système. A plus 2B va valoir 1, B plus 2C va valoir 0, et moins A moins C va valoir 0.
Je réécris ça donc sous la forme d'un système. J'avais donc 1, 0, 0 qui était ce vecteur-là. Ça me donne une égalité coordonnée par coordonnée qui me donne un système. Et je résous ce système. Alors, j'ai plusieurs manières de résoudre ce système. Je peux faire des combinaisons entre les lignes. Ici, j'ai un système assez particulier pour aussi fonctionner un petit peu par substitution. Ici, je vais avoir A qui vaut moins C. Comme A vaut moins C, eh bien, je vais pouvoir remplacer, mettons, C ici par moins A. Je vais donc avoir B moins 2A qui vaut 0, ou B qui vaut 2A. Ce sera encore un peu plus simple. Et comme B vaut 2A, je vais pouvoir remplacer là-haut. B vaut 2A, donc ça vaut 5A au total. Et ça va me faire 5A qui vaut 1. Ou encore 1 qui vaut 1 cinquième. Maintenant, si A vaut 1 cinquième, et ben B vaut 2 cinquièmes, puisqu'il vaut 2 fois A. Et puis, si A vaut 1 cinquième, C qui vaut moins A va valoir moins 1 cinquième. Et j'obtiens les coordonnées dans la base y1, y2, y3 de mon vecteur x1. Je vais donc avoir x1 qui vaut 1 cinquième de y1 plus 2 cinquièmes de y2 moins 1 cinquième de y3. Et ces coordonnées vont constituer la première colonne de ma matrice de passage. P de C dans B, ça va être première colonne 1 cinquième, 2 cinquièmes, moins 1 cinquième. Et ensuite, il me reste à déterminer les deux autres colonnes de la matrice en faisant exactement la même chose avec x2, puis avec x3. Si je fais la même chose avec x2 qui est égal à AY1 plus BY2 plus CY3, j'obtiens cette égalité vectorielle qui me donne un système. C'est le même système que tout à l'heure, mais au lieu d'avoir 1, 0, 0, j'ai 0, 1, 0. Et ensuite, j'essaye de résoudre ce système. Alors, comme tout à l'heure, ici par substitution, ça va peut-être aller un peu plus vite. Je vais avoir ici A qui vaut moins C. Si A vaut moins C, je peux le remplacer là-haut. Je vais avoir moins C plus 2B qui vaut 0, c'est-à-dire 2B qui vaut C. Ou C qui vaut 2B, éventuellement. Si C vaut 2B, C vaut 2B, ça me donne ici 4B. B plus 4B, ça fait 5B. 5B qui vaut 1. Ou encore B qui vaut 1 cinquième. Si B vaut 1 cinquième, C va valoir 2 fois B, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Et si C vaut 2 cinquièmes, A va valoir moins 2 cinquièmes. On a donc finalement les coordonnées. Le vecteur x2, il va s'écrire moins 2 cinquièmes de y1 plus 1 cinquième de y2 plus 2 cinquièmes de y3. Ces coordonnées, dans ce sens-là, ça me donne la deuxième colonne de ma matrice, à savoir moins 2 cinquièmes, 1 cinquième, 2 cinquièmes. Il ne reste plus qu'à faire exactement la même chose avec le troisième vecteur pour pouvoir m'en sortir. Pour le troisième vecteur de la base, x3 qui est égal à a fois y1 plus b fois y2 plus c fois y3, j'obtiens le système suivant, qui est exactement le même qu'avant, mais au lieu d'avoir 1, 0, 0 ou 0, 1, 0, j'ai le troisième vecteur, 0, 0, 1. Et puis j'essaye de résoudre ce système. Alors pareil, je peux essayer de le faire par substitution, c'est pas trop compliqué. Par exemple, ici, je vais avoir A qui vaut moins 2B. A qui vaut moins 2B, ici, je vais avoir B qui vaut moins 2C. Donc finalement, mon moins 2B ici, c'est un 4C. Si A vaut 4C, ici, j'ai moins 4C, moins C, c'est-à-dire moins 5C qui vaut 1, et si moins 5C vaut 1, je peux remplacer ça par C qui vaut moins 1 cinquième. Si C vaut moins 1 cinquième, ici j'ai 2 cinquièmes, et ici j'ai moins 4 cinquièmes. Je vais donc avoir x3 qui va être A fois, c'est-à-dire moins 4 cinquièmes fois y1, plus B, c'est-à-dire 2 cinquièmes fois y2, plus C, c'est-à-dire moins 1 cinquième fois y3. Ça, c'est les coordonnées du vecteur x3 dans la base y1, y2, y3. C'est donc la dernière colonne de ma matrice, moins 4 cinquièmes, 2 cinquièmes et moins 1 cinquième. Alors, chose importante à noter tout de même, une fois que j'ai trouvé ma matrice de passage de B dans C, pour trouver la matrice de passage de C dans B, je peux soit appliquer la méthode que je viens de faire pour trouver les coordonnées une à une et écrire ma matrice,
soit calculer directement l'inverse de B dans C. Puisque l'inverse de la matrice de passage de B dans C, c'est la matrice de passage de C dans B. Donc ça veut dire que cette matrice et cette matrice sont toutes les deux inversibles et sont inverses l'une de l'autre. La première matrice étant très simple à calculer puisqu'on exprime dans la base canonique, dans la base B, eh bien, plutôt que d'essayer d'exprimer la base canonique dans la base C, je peux juste essayer de calculer l'inverse de cette matrice si je suis plus à l'aise avec la méthode d'inversion des matrices. Si maintenant je fais le lien avec une application linéaire, donc ici j'ai un endomorphisme de R3, c'est-à-dire une application de R3 dans R3, qui est une application linéaire et qui a x, y, z associe ce vecteur, hein, x moins y, x et y plus 2z. Et je vais me poser la question de qu'est-ce que c'est que la matrice de phi dans la base B, dans la base canonique, et qu'est-ce que c'est que la matrice de phi dans la base C, c'est-à-dire dans mon autre base, y1, y2, y3, de l'espace R3. Comment est-ce qu'on exprime phi dans la base canonique? Phi dans la base canonique, ça va être première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et je vais écrire la matrice. Donc la matrice A, ça va être première ligne x moins y plus 0z, c'est-à-dire 1, moins 1, 0. 1x moins 1y plus 0z. Pareil pour la deuxième ligne. 1x, 0y, 0z. Et pareil pour la troisième ligne. 0x, 1y, 2z. Ici, j'ai la matrice de phi dans la base canonique, c'est-à-dire dans la base B. Et en fait, sous-entendu, je pars de la base B pour arriver dans la base B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pars d'un vecteur qui s'écrit x fois x1 plus y fois x2 plus z fois x3, et j'arrive sur un vecteur qui s'écrit x moins y fois x1, x fois x2, et y plus 2z fois x3. Et donc, ça me donne cette matrice-là, qui est la matrice de A dans la base canonique. Maintenant, question, comment je fais pour exprimer la matrice de phi, mais non plus dans la base canonique, mais dans la base C? Eh bien, je ne vais pas pouvoir utiliser une méthode aussi simple, hein. Tout est plus simple avec la base canonique, c'est pour ça qu'on l'appelle la base canonique, la base la plus simple possible. Donc tout est plus simple avec la base canonique, ici ça ne va pas être aussi simple. Ici, ce que je vais devoir faire, c'est écrire les images de la base C dans la base C. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais regarder la base C, et le vecteur 1 par 1, donc y1. La question, c'est quels sont A, B, C, 3 réels, tels que phi de y1 soit égal à AY1 plus BY2 plus CY3. Qu'est-ce que c'est que les coordonnées de phi de y1 dans la base y1, y2, y3? Et ça, je peux le calculer. Phi de y1, alors y1 c'est 1, 0, moins 1. Donc qu'est-ce que ça vaut que phi de y1? Ben, tous les x vont valoir 1, donc ça va me donner 1, 1, et puis ici 0. Tous les y vont valoir 0, donc moins 0 ici, ici il n'y a rien d'autre, et ici 0. Et tous les z vont valoir moins 1, ça veut dire qu'à la fin ici, j'aurai un moins 2. Donc ça, c'est mon vecteur phi de y1, et il doit être égal à a fois y1 plus b fois y2 plus c fois y3. Donc ce truc-là, c'est le vecteur a fois ça, plus b fois ça, plus c fois ça, c'est-à-dire a plus 2b, b plus 2c, et puis a moins c. Et finalement, ça me donne une nouvelle égalité vectorielle, je peux simplifier un petit peu ce qu'il y a à gauche ici. 1, 1, moins 2 est égal à a plus 2b, b plus 2c, et moins a, moins c. Maintenant, cette égalité vectorielle, elle va me donner une égalité sous la forme d'un système. 1 va être égal à a plus 2b, 1 va être égal à b plus 2c, et moins 2 à moins a, moins c. Je vais donc essayer de résoudre le système, donc j'avais cette égalité vectorielle qui me donne ce système, hein, c'est totalement équivalent à ce système, et cette fois je vais essayer de résoudre, alors pareil comme tout à l'heure, je pourrais essayer de résoudre le système par substitution. Ici on commence à manquer de 0 sur la droite pour que la substitution soit vraiment plus efficace. Ça vaut peut-être le coup de faire une méthode classique de pivot de Gauss. Je vais d'abord chercher à éliminer a partout, donc je vais laisser ici mon a plus 2b qui vaut 1, ici j'ai déjà pas de a, je vais le laisser tranquille. Et ici, je vais faire ligne 1 plus ligne 3 pour me débarrasser du A. Donc je vais avoir A moins A, ça fait 0. Je vais avoir 2B moins C. Et 2B moins C, ça va être égal à 1 plus moins 2, c'est-à-dire moins 1.
Maintenant, j'ai du B et du C dans les deux dernières lignes. Je vais donc ne pas m'occuper de la ligne 1. A plus 2B, ça va valoir 1. Je vais laisser tranquille la ligne 2. B plus 2C, ça va valoir 1. Et je vais chercher à éliminer, mettons, les B dans la troisième ligne. Donc je vais faire cette ligne-là, la ligne 3, moins 2 fois la ligne 2. Donc je vais avoir 2B moins 2B, et ça fait 0. Et je vais avoir moins C moins 4C, c'est-à-dire moins 5C, qui va valoir moins 1, moins 2, c'est-à-dire moins 3. Finalement, je vais avoir dans cette ligne ici, C qui vaut 3 cinquièmes. Une fois que j'ai C qui vaut 3 cinquièmes, je le reporte ici. Je vais avoir B plus 6 cinquièmes qui vaut 1, c'est-à-dire B qui vaut 1 moins 6 cinquièmes, c'est-à-dire moins 1 cinquième. Donc B va valoir moins 1 cinquième. Et ici, dernière étape, comme B vaut moins 1 cinquième, j'ai A moins 2 cinquièmes qui vaut 1, c'est-à-dire A qui vaut 7 cinquièmes. Et j'ai ici les coordonnées de phi de Y1 dans la base Y1, Y2, Y3. Et ça va constituer la première colonne de ma matrice de phi dans la base C. Comme je viens de le dire, j'ai donc trouvé les coordonnées de phi de Y1 dans la base Y1, Y2, Y3. Je trouve comme coordonnées A qui vaut 7 cinquièmes, B qui vaut moins 1 cinquième, et C qui vaut 3 cinquièmes. Ça constitue la première colonne de ma matrice. Je vais faire exactement la même chose pour phi de Y2, puis pour phi de Y3. Alors, regardons maintenant pour phi de Y2. Je cherche A, B, C, 3 réels tels que phi de Y2 soit égal à AY1 plus BY2 plus CY3. Une fois que j'ai ça, ça me donne un système. Donc, phi de Y2, Y2, X vaut 2, Y vaut 1, Z vaut 0. Donc, ça va valoir 2 moins 1, c'est-à-dire 1, 2 ici, et ici y plus 2z, c'est-à-dire 1 plus 2 fois 0, c'est-à-dire 1. Qui va donc valoir a plus 2b, b plus 2c, et moins a moins c. Ça me donne encore une fois un système qui cette fois est a plus 2b égale 1, b plus 2c égale 2, et moins a moins c égale 1. Et je vais pouvoir résoudre ce système exactement comme tout à l'heure. Je vais faire les mêmes combinaisons linéaires, ligne 1 plus ligne 3. Je vais donc avoir a plus 2b qui vaut 1, b plus 2c qui vaut 2, et ici a moins a, 0, et 2b moins c qui vaut 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Je vais maintenant pouvoir éliminer B dans la dernière ligne. Je vais donc avoir mon A plus 2B qui vaut 1, j'y touche pas. Mon B plus 2C qui vaut 2, j'y touche pas non plus. Et je vais faire 2 fois la ligne 2, je vais faire la ligne 3 moins 2 fois la ligne 2 pour éliminer B dans la ligne 3. Donc 2B moins C, moins 2B moins 2C, il me reste moins 5C à gauche. Et à droite, 2 moins 4, il va me rester moins 2. Et du coup, j'ai C qui vaut ici moins 2 sur moins 5, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Je vais donc avoir ici 4 cinquièmes. Quand je le fais passer de l'autre côté, moins 4 cinquièmes, j'ai donc B qui vaut 2 moins 4 cinquièmes. 2, c'est 10 cinquièmes. 10 cinquièmes moins 4 cinquièmes, 6 cinquièmes. Et ici, si B vaut 6 cinquièmes, j'ai 12 cinquièmes ici. Je le fais passer de l'autre côté, moins 12 cinquièmes. 1 moins 12 cinquièmes, ça va faire 5 cinquièmes moins 12 cinquièmes, c'est-à-dire moins 7 cinquièmes. Et A va valoir moins 7 cinquièmes. Donc je vais avoir ici moins 7 sur 5, ici 6 sur 5, et ici 2 sur 5. J'ai obtenu la deuxième colonne de ma matrice. Il faut que je fasse exactement la même chose avec Y3 pour avoir la troisième colonne de ma matrice. Si je fais exactement la même chose avec Y3, phi de Y3, ça fait moins 2, 0, 0, puisque j'ai Y qui vaut 2 et Z qui vaut moins 1. Donc ici 0 moins 2, ça fait bien moins 2. Ici 0 et ici 2 moins 2, c'est-à-dire 0. Donc j'ai le vecteur moins 2, 0, 0 qui vaut cette égalité-là. Ce qui va me donner le système suivant, moins 2, 0, 0, que je peux résoudre de la même manière que précédemment. Je ne vais pas toucher à la première ligne, je ne vais pas toucher à la deuxième ligne, et dans cette ligne-là, je vais faire L3 plus L1, j'annule les A, il me reste 2B moins C, qui vaut moins 2.
Je continue, je touche toujours pas aux deux premières lignes. 1 plus 2b qui vaut moins 2, b plus 2c qui vaut 0. Et ici, je vais écrire que L3 moins 2L2 pour faire disparaître les b. Je vais donc avoir moins 5c, comme tout à l'heure, qui vaut moins 2 fois 0, c'est-à-dire moins 2. Finalement, je vais avoir C qui vaut 2 cinquièmes. Si C vaut 2 cinquièmes, B vaut moins 4 cinquièmes. Et si B vaut moins 4 cinquièmes, alors A moins 8 cinquièmes, ça vaut moins 2. Je fais passer moins 8 cinquièmes de l'autre côté, ça fait moins 2 plus 8 cinquièmes. Ça va faire 2 cinquièmes, ça va faire moins 2 cinquièmes. Et je vais avoir A qui vaut moins 2 cinquièmes. Et finalement, ça me donne les dernières coordonnées de ma matrice. Je vais avoir moins 2 cinquièmes, moins 4 cinquièmes et 2 cinquièmes qui sont les coordonnées de phi de y3 dans la base y1, y2, y3, ce qui donne la dernière colonne de ma matrice. Et maintenant, pour conclusion, donc j'ai réécrit les deux matrices de passage qu'on a trouvées tout à l'heure. Ici, j'ai la matrice de phi dans la base B. Ici, j'ai la matrice de phi dans la base C. Et je vais avoir une égalité un peu particulière entre ces quatre matrices. La matrice dans la base C de phi, ça va être la matrice de passage de C dans B, multipliée à la matrice de phi dans B, multipliée à la matrice de passage de B dans C. Donc en fait, il y a une forme de relation de Chasles ici. C, B, 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 C. Mes B ici vont s'annuler et je vais obtenir la matrice dans la base C. Alors en fait, pourquoi? Si ici je veux multiplier la matrice phi de la base C par un vecteur dont les coordonnées sont données dans la base C. Donc je multiplie à droite par un vecteur colonne, un vecteur avec 3 lignes et une colonne, qui va être un vecteur dans la base C. Bon ben, qu'est-ce que ça revient à faire sur ces matrices-là? Je viens appliquer un vecteur dans la base C. Cette matrice-là transforme la base B dans la base C, donc me permet de lire ce vecteur dans la base C dans la base B. Une fois que j'ai ce vecteur dans la base B, je peux l'appliquer à ma matrice phi ici. Ça redevient un vecteur de la base B. Donc ici, j'ai un vecteur colonne de B, d'accord, dans la base B qui va être le résultat de cette matrice colonne fois cette matrice ici de phi. Ça me donne une matrice colonne dans la base B, que je viens ensuite traduire avec cette matrice de passage, qui me permet de l'exprimer dans la base C, et une fois que je l'ai exprimé dans la base C, eh bien, j'obtiens bien un vecteur colonne dans la base C, ce qui est exactement ce que j'obtiens ici, en venant appliquer un vecteur colonne de la base C à cette matrice, où j'obtiens un vecteur dans la base C. Et du coup, des deux côtés, j'obtiens bien un vecteur colonne qui est l'application de l'application phi à un vecteur colonne particulier, ici dans la base C, ici dans la base C, mais qui va passer ici par la base B. Donc finalement, le changement de matrice, le changement de base, ça passe par quoi? Le changement de base, ça passe essentiellement par être capable de résoudre des systèmes et trouver les coordonnées de certains vecteurs dans certaines bases. Ici, j'ai tout calculé, c'est-à-dire j'ai calculé les deux matrices de passage, j'ai calculé la matrice de phi dans la base canonique, la matrice de phi dans la base non canonique. En fait, le changement de base, on s'en sert généralement, par exemple, pour calculer la matrice de phi dans C. Il n'y a pas besoin de faire autant de travail que ce que j'ai fait. En effet, il suffit de trouver la matrice de passage ici de la base canonique qui me donne la base C. Une fois que j'ai cette matrice-là, je calcule son inverse, paf, j'ai l'autre matrice ici. Donc celle-là, si on l'appelle P, celle-là, ce sera P-1. Et en faisant P-1 fois ma matrice ici, qui était très simple à trouver, fois P, j'obtiens directement ma matrice de phi dans la base C, qui est ma matrice de phi dans la nouvelle base que je veux utiliser pour continuer l'exercice. Ce sera notamment ce que vous ferez l'année prochaine avec des bases de diagonalisation. Donc on a une application phi qui n'est absolument pas diagonale. On regarde sa matrice, elle n'a rien de diagonale. On trouve la bonne base dans laquelle la matrice phi, ça devrait être une matrice diagonale. On cherche la matrice de passage et on vérifie qu'en faisant matrice de passage moins 1 fois notre matrice de base fois matrice de passage B, on obtient bien une nouvelle matrice de phi qui, dans notre base bien choisie, est une matrice diagonale, ce qui nous permet ensuite de calculer des puissances de matrice, etc. beaucoup plus facilement. C'est fini pour le changement de base
entre des matrices et des espaces vectoriels, enfin des sous-espaces vectoriels de Rn, et plus particulièrement l'espace vectoriel Rn. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux comment on calcule une matrice de passage, comment est-ce qu'on calcule l'inverse d'une matrice de passage, comment est-ce qu'on calcule la matrice d'une application dans la base canonique et dans une autre base que la base canonique, et comment est-ce que ces quatre matrices-là sont reliées entre elles par une égalité qui nous permet de montrer que les deux matrices dans des bases différentes sont des matrices semblables et qui nous permet de faire des calculs, et plus tard qui nous permettra de diagonaliser et de faire ce qu'on appelle de la réduction d'endomorphisme. Si jamais vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas à les poser sur le Discord, des exercices sont en ligne avec des corrigés, et puis on va essayer d'avancer là-dessus tous ensemble. Je vous souhaite un bon travail et une bonne fin de journée.